Bonsoir à toutes et à tous. Écoutez, merci beaucoup d'être nombreux à cette très très belle conférence qui a pour thème la parentalité et les limites éducatives, astuces pratiques pour parents audacieux. Mon Dieu, quel programme! Alors, mesdames et messieurs, chers collègues, chers amis, bienvenue au 3e entretien d'ici de notre cycle consacré au thème « Penser autrement ». Après avoir eu la vision historique et personnelle de Michel Perrault sur les féminismes, nous avons ensuite évoqué la question de l'autre sous le prisme de la philosophie. Aujourd'hui avec nous Léonard Van Etzel. Nous allons aborder la question de l'éducation et plus particulièrement celle des limites dans l'éducation. La parentalité est désormais un sujet incontournable, que l'on soit parent, éducateur ou simplement spectateur extérieur. Il est parfois compliqué de faire le tri parmi les conseils prodigués. En effet, nombreux sont ceux qui vont de leurs conseils dans la sphère privée, mais aussi publique, notamment dans les médias où cette question a nourri et nourrit encore de très vifs débats. C'est pourquoi nous avons convié Léonard Van Etzel, vous qui êtes psychologue spécialisé en neuropsychologie et psychopathologie de l'enfant, qui est directeur scientifique d'Octopus Formation. Vous nous expliquerez ce que c'est, un organisme de formation professionnelle continue à destination de tous les professionnels qui sont amenés à travailler avec l'enfance. Vous êtes aussi président de Poulpe Pito, une application qui propose un parcours d'accompagnement aux parents dans laquelle vous leur proposez des recommandations nouvelles. Vous avez également une pratique libérale à Paris et à Pau. Avant de vous donner la parole, je vous informe que la conférence du jeudi 18 janvier prochain sera consacrée au nouveau regard sur la notion de travail en présence du philosophe Pascal Chabot. Je vous annonce également que la conférence d'Étienne Klein sur Galilée aura lieu le jeudi 29 février. Réservez votre place dès aujourd'hui. Léonard Van Etzel, à vous la parole. Il me reste à vous souhaiter à toutes et tous une agréable et enrichissante soirée. Bien, merci beaucoup. Et donc, vous êtes très bien renseignés. C'est impressionnant. Bonsoir à toutes et tous. Alors écoutez, je suis ravi d'être parmi vous ce soir et je remercie vivement la ville de m'avoir sollicité sur cette question. Ça, c'est pour commencer gentiment parce que vous m'avez fait beaucoup travailler. Je suis très spécialisé dans mon domaine, mais régulièrement, quand on me sollicite, c'est pour parler de l'autisme chez l'enfant, c'est pour parler des troubles de l'attention, c'est pour parler de la vaste nébuleuse des troubles 10. Et là, c'est vraiment ma niche. Et puis, je pratique bien sûr avec les parents au quotidien, donc toute cette question des limites éducatives, j'ai beaucoup travaillé. Et là où je ne vous remercie pas, c'est que c'est une question extraordinairement sensible. Parce qu'elle engage chacun de nous, qu'on soit parent ou pas, on n'est pas neutre sur cette question. Et donc ce soir, on va échanger ensemble. Et ce que je vais vous proposer en termes de considération sur l'éducation, vous ne serez peut-être pas d'accord. Je vous fais une proposition. Ce soir, vous m'interrompez absolument quand vous le souhaitez. Si vous avez des questions, des remarques, que vous êtes outrés, parce que je vous dis, vous n'hésitez pas, vous levez la main, vous dites que je suis un horrible nazi, et puis on en discute, ce que je ne pense pas du tout être, bien entendu. Alors, pour compléter juste ce qu'on vous a dit, effectivement, donc, moi initialement de profession, donc je suis psychologue, j'ai toujours été très très spécialisé et passionné par la question du développement de l'enfant. Mais à la fac, si vous voulez, quand on vous parle de psycho du développement, on vous parle un peu de Piaget, on vous parle un peu de Winnicott, on vous parle comme ça des grands penseurs, et on oublie de vous dire qu'un enfant seul, comme dirait Winnicott, ça n'existe pas. Et donc une fois qu'on arrive sur le terrain, les gens qui viennent nous voir, nous les psychologues, c'est évidemment des gens qui ont des soucis. Alors parfois le souci est centré sur l'enfant, ça peut arriver, et puis on a énormément de situations où c'est l'environnement qu'il faut prendre en compte et qu'il faut accompagner. Voilà, donc j'avais prévu des petites précautions préliminaires en introduction. Autre précaution, nous sommes filmés. Vous avez vu cette salle ? On dirait qu'on est à l'ONU ou quelque chose comme ça. Et en plus, donc, c'est filmé pour être diffusé sur la chaîne YouTube de la ville. Donc, je vous le dis parce que si vous intervenez et que vous évoquez des situations qui vous sont propres, il y a des questions qui se posent par rapport à ça.
Au moins, il faut vous le rappeler. Grosso modo, moi j'ai prévu de faire 2 choses ce soir. C'est premièrement, où est-ce qu'on en est avec toutes ces considérations sur les limites éducatives. Deuxièmement, piste pratique. Donc 2 parties. Je ne vais pas être trop long, je vais mettre 3/4 d'heure, 1 heure à peu près, je pense. Et puis à nouveau, si vous avez des questions, vous devez m'interrompre ou que je vais trop vite, vous me le dites. J'ai prévu énormément de situations concrètes pour ne pas être trop dans la théorie. Et je vais commencer d'ailleurs avec un exemple qui m'est venu, là, j'étais sur la route pour venir ici, et il y a cet exemple qui m'est revenu parce que des problèmes de limites éducatives, on pourrait passer la nuit à en parler, il y en a plein. Et puis il y a certains exemples moi, qui me semblent particulièrement parlants. Comme on vous l'a dit, donc j'alterne ma vie entre Paris et les Pyrénées-Atlantiques. Et donc là, c'était un beau dimanche de mai. Et je visitais avec ma famille un zoo. Un zoo qui est dans le Béarn, très beau. Et puis nous arrivons dans un enclos qui est consacré à de charmants oiseaux de 1000 couleurs, plutôt petits, et qui ont pour particularité de venir se poser sur vous pour que vous leur donniez des graines. Moment charmant. Et donc je rentre dans cet enclos, et il y avait déjà 2 garçons qui étaient là, 7 et 8 ans. Et ils jetaient des cailloux sur les oiseaux. Du coup, et ils étaient tout seuls. Et du coup, je les chope et je leur dis « Hé les gars, ça, c'est pas possible. Vous arrêtez tout de suite, c'est interdit, ça. » Et puis avec un ton ferme, directif, pas malveillant ni agressif, mais je ne te demande pas, je t'informe. Et là, le plus grand des 2, mais je vous dis 8 ans, qui me regarde et qui fait « Ah ouais, tu vas faire quoi ?» Et ensuite, ils sont partis en courant. Le gosse est suicidaire. En imaginant que je sois un méchant violent, j'aurais pu lui dérouiller la tête. Bien sûr que non. Et je vous dis cet exemple-là parce que je le trouve particulièrement éloquent concernant un problème sociétal et générationnel. C'est-à-dire que la plupart d'entre vous, lorsqu'un adulte vous chopait en train de faire une bêtise et vous faisait les gros yeux, vous n'aviez qu'une peur, c'est qu'il prévienne en plus vos parents. Mais pour la plupart d'entre nous, il ne nous serait jamais venu à l'idée de dire à l'adulte « Ah ouais, tu vas faire quoi ?» Et des exemples comme ça, on en a des dizaines. Et nous qui sommes professionnels en santé mentale et qui sommes particulièrement exposés à ce type de problématique, je peux vous garantir que chez les psychologues, les consultations pour des problématiques liées à la question des limites, c'est une explosion et c'est une catastrophe quantitative. J'ai prévu plusieurs exemples très concrets pour vous dire à la fois quel constat nous faisons dans nos consultations spécialisées, comment nous analysons les raisons de cette surconsultation pour des problèmes éducatifs, et enfin, qu'est-ce qu'on peut proposer dans la limite de ce qu'on peut proposer et qu'est-ce que les personnes peuvent accepter dans la limite de ce qu'elles peuvent accepter. Exemple immédiat, je suis consulté pour un jeune Walid qui est issu d'une famille, là la question des limites éducatives, je veux dire, c'est hors budget. Hein. La question de la rémunération des parents, etc., n'intervient pas, ou très peu, là-dedans. Et donc là, c'est une famille qui dit de la haute bourgeoisie paloise, bien sous tous aspects. La maman, elle est cadre supérieur dans une grosse boîte de com. Le papa, il est gérant d'un ensemble d'EHPAD dans le médico-social. Ils ont 2 enfants, dont le grand, Walid, qui, à la maison, s'oppose en permanence, tape son père. Il a 10 ans. Hein. S'agite beaucoup, est en permanence dans l'opposition, ne veut jamais accéder aux demandes, ne veut pas ranger sa chambre, ne veut pas aller à la douche, etc. Mais est très, très sur son père, un peu moins sur sa mère. Donc je reçois le père et l'enfant en consultation. Et assez vite, je lui dis, écoutez, quelle est la dernière... Alors là, j'utilise le terme le plus générique, punition, parce qu'on pourrait parler de conséquences, on pourrait décliner le terme. Mais quelle est la dernière punition qu'a reçue Walid ? Et là, le père regarde son fils et il fait « Oh là là !» Et je le vois qu'il cherche. Et donc, vous venez ici avec un gamin qui est capable de vous frapper,
et vous ne vous souvenez pas quelle est la dernière conséquence qu'il y a eu à un passage à l'acte. Et là, le père dit « Ah si, ça y est, je m'en souviens. Cet été, je l'ai puni. Il a été exclu de la piscine pendant 6 minutes parce qu'il a essayé de noyer son frère. » Authentique. C'est proportionnel. Et là-dessus, son fils, Walid, qui est à côté, il dit « Non, t'es qu'un menteur, c'était pas 6 minutes, c'était 10 minutes déjà !» Alors là, en tant que psychologue, bien sûr, j'insiste à ce moment avec délectation. Parce qu'on a là un parfait échantillon de la dynamique qui amène ces gens ici. Et donc, je ne dis rien, je n'interviens pas. Et le père dit à son fils, attends, tu es sûr? Tu penses que c'était 10 minutes? C'était pas 6 minutes? T'es sûr de ça? Et le gamin qui continue en disant, ouais, t'as senti qu'un sale menteur, tu mens tout le temps, de toute façon, même ici, tu mens. Jusqu'au moment où je me lève, je prends Walid par l'épaule, je le sors, je le fous dehors. En lui disant, il est hors de question que tu adresses la parole à qui que ce soit, ici, dans ces conditions. Je te rappellerai quand j'aurai envie. Pour l'instant, tu restes là. Et je ferme la porte et je laisse à la porte. Et je m'entretiens avec le père en lui disant ça, c'est pas possible. C'est pas possible. Vous ne pouvez pas lui laisser même 1 centimètre de ce qu'il vient de faire. C'est inacceptable. Comment se fait-il que là, il ose même vous parler comme ça? Et là, le père me dit écoutez, moi, je n'ai pas eu de papa. Et quand je rentre tard le soir, j'ai pas envie de jouer aux gendarmes. Donc, c'est madame qui donne les règles. Moi, je ne donne aucune contrainte à mes garçons, à mes enfants. Et je me rends compte qu'en fait, il y a une absence totale d'autorité paternelle sur ce gamin. Et donc, la proposition que je lui fais à ce monsieur, c'est écoutez, ce qu'on peut faire, si vous voulez, on peut faire ce qu'on appelle de la psychoéducation, c'est-à-dire je vous coach en matière de parentalité. Et puis progressivement, il va réapprendre ce que sont les limites et vous allez reprendre de l'autorité et remettre du cadre. De manière, je tiens à le préciser, de manière très aimante, très respectueuse, mais un enfant comme lui, avec son tempérament et sa personnalité, là, il faut un petit peu de hauteur. Ce à quoi le père me répond, écoutez, je préfère pas, j'y arriverai pas, de toute façon, ça ne sera pas mon truc, je vais continuer tout pareil, combien je vous dois? Et ils sont partis là-dessus, mais parce que c'est aussi une famille qui peut se permettre de, je dirais pas d'avoir l'inconfort d'un enfant inconfortable, mais ils organisent du babysitter, les parents font énormément de temps sans les enfants, ils respirent, et donc finalement, le père se dit, je peux m'en accommoder quelques insolences par semaine. Ça, c'était le premier exemple. Deuxième exemple, je me demande pourquoi je vous ai donné cet exemple, en fait. Ça me reviendra. Deuxième exemple, en introduction, c'est le petit Nathanaël, 4 ans, 6 mois, qui arrive en consultation avec sa maman. Alors, un peu partout en France, les enfants qui sont susceptibles de présenter un trouble du neurodéveloppement peuvent être orientés vers des professionnels libéraux par le biais de cellules de coordination qu'on appelle les PCO, les plateformes de coordination et d'orientation pour les troubles du neurodéveloppement. C'est prévu pour les jeunes enfants. Moi, je suis évidemment en convention avec ma PCO, et donc régulièrement, je reçois des enfants qui ont l'air de relever ou bien de l'autisme, ou alors d'une déficience intellectuelle, ou autre. Okay. Et ensuite, je les évalue. Oui, je vous en prie. Est-ce que vous avez changé les noms? Bien sûr. Bien sûr. C'est ni les photos, ni les noms, ni les âges. Tout est anonymé, évidemment. Et donc, là, je reçois ce charmant garçon. Et il y a une problématique liée à des limites, c'est que la maman me dit, il me tape. Bon, il vous tape. 4 ans. Bien. Et ça fait combien de temps qu'il vous tape? Parce qu'on s'était vu il y a 1 an, il ne vous tapait pas. Ça fait 2 mois. Ah d'accord, ça fait 2 mois. Et la dernière fois que je vous ai vu, vous attendiez un bébé. Tout va bien? Elle fait, ah oui, il va bien, il est né. D'accord. Et il est né quand? Il y a 2 mois. Il est né il y a 2 mois. Et il vous tape depuis 2 mois. Mais peut-être juste qu'il est jaloux,
en fait, ou qui veut se manifester, ou autre. Ce à quoi la maman s'arrête et elle regarde son fils et lui dit « Nathanaël, t'es jaloux ?» On a réglé les choses en 3 séances. Au bout de 3 séances, tout était réglé. Et c'est la maman elle-même qui m'a dit « J'ai compris vos conseils, etc. Je les ai mis en application et je pense maintenant qu'on n'a plus besoin, en fait, de venir. » Ça a marché par étapes et dans ce type d'intervention, je conseille toujours de travailler à l'interface entre les comportements de l'enfant, c'est-à-dire donner une mission comportementale à l'enfant, et donner une mission aux parents sous forme de conseils psychoéducatifs à appliquer au quotidien. C'est ce dont on va parler en deuxième partie de Topo. Donc des choses extrêmement pratiques. Et un des éléments avec cette maman qui a été nécessaire, c'est une famille qui vit dans un foyer. Et elle me dit qu'elle peut pas exercer son autorité parce que dès qu'elle hausse un peu la voix, les personnes qui gèrent le foyer ont l'impression qu'il se passe quelque chose de grave et ils l'empêchent de hausser la voix. Et donc, il a fallu aussi travailler avec les accompagnants du foyer pour qu'ils la laissent réexercer son autorité en cas de besoin. Alors, toutes ces histoires autour de la parentalité, on en parlait, c'est très très actuel. On a des débats, vous avez vu, dans les médias, des débats vraiment diamétralement opposés, extrêmement houleux qui existent régulièrement. Chez Octopus, on a beaucoup travaillé sur cette question-là avec quelqu'un de formidable qui s'appelle Bruno Humbeck, que généralement les Français connaissent peu ou pas. Quoi qu'il passe parfois dans certains médias français, parce que Bruno Humbeck, il est belge, et c'est un chercheur en sciences de l'éducation et de la famille. C'est quelqu'un qui est d'une clarté remarquable, énormément de prestance, qui est très passionné, et je peux que vous conseiller, si vous voulez approfondir sur cette question de la parentalité, d'aller regarder les travaux de Bruno Humbeck, notamment sur le concept qu'il a développé, qui s'appelle l'hyperparentalité. C'est-à-dire que, il y a encore 40 ans, le terme même de parentalité n'était pas utilisé. C'est une invention en fait qui est très récente. Et ce qu'on a pu constater, c'est qu'avec ce développement de la parentalité, s'est développé des questions de choix éducatifs, de techniques éducatives, etc., telles qu'on ne se les posait pas du tout il y a 50 ou 60 ans. Et on en arrive aujourd'hui à avoir ce que Bruno Humbeck appelle des hyper-parents. C'est-à-dire des parents qui vont vraiment se consacrer à comprendre théoriquement. Ils vont lire ouvrage sur ouvrage sur l'éducation, émission sur émission. Ils vont venir à toutes les conférences. Hyper parents. Et au final, qu'est-ce qu'il reste d'eux-mêmes? Qu'est-ce qu'il reste de leur couple? Qu'est-ce qu'il reste de leur situation d'individu propre? Et à quel moment est-ce qu'ils ne sont plus parents? Enfin, vous m'avez compris. C'est très intéressant ce que fait Bruno Humbeck, et il a notamment un raisonnement que je trouve passionnant, qui est très actuel, c'est qu'aujourd'hui, on fait un enfant par choix. Et ça, c'est très important. Alors, je passe évidemment les situations à la marge, mais de manière globale, aujourd'hui, lorsque vous apprenez que vous attendez un enfant, vous êtes libre de donner suite à votre grossesse ou pas. On est d'accord avec ça. Et donc, l'enfant devient un choix. L'enfant devient même plus qu'un choix. L'enfant devient un projet, dans de nombreux cas. J'ai un projet d'enfant. Et ça devient très intéressant. Parce que lorsque on lance un projet, il faut le mener à bout et il faut le réussir, son projet. Et donc, si déjà j'ai fait le choix, ça m'engage, j'ai une forme de responsabilité vis-à-vis de mon projet que je dois, 1, mener à bien, mener au bout, 2, mener à bien. Donc, ça va m'engager en tant que gestionnaire de projet. Et on a des parents aujourd'hui qui sont des gestionnaires de projet. Je ne fais pas d'enfant pour l'instant parce que j'ai 30 ans. Je suis en pleine apogée. Alors, je n'ai pas 30 ans, ce n'est pas de moi dont je parle. Je suis en pleine apogée de ma carrière. Il faut que je me consacre à mon travail. Donc, pour l'instant, je suis une jeune femme cadre dynamique parisienne.
je dois grimper les étages de mes bureaux à la Défense, donc j'ai un projet d'enfant, mais ça sera plutôt à 37 ans, et si possible, entre les vacances de la Toussaint et celles de Pâques, parce qu'après, ça ne m'arrange pas, quoi. Alors, évidemment, je grossis le trait, je fais de l'humour pour... mais en théorie, aujourd'hui, c'est ça. Et pour certains d'entre vous, eh bien, vous n'avez pas été un enfant choix. Alors, pour certains, oui. Mais pour certains, vous êtes arrivé parce que vous êtes arrivé. Moi, je ne suis pas arrivé parce que mes parents m'ont choisi, que temporellement, il était le bon moment pour que je vienne. Vous comprenez ? Et aujourd'hui, on a des enfants choix. Vous voyez ? Et ça, c'est très particulier, parce que ça fait de nous parents de bons ou de mauvais, des parents responsables ou des parents pas responsables de mon projet. Comprenez ? Ce qui fait que ça va nous engager sur des positions éducatives qui vont nous dire, c'est quoi alors ton modèle éducatif ? Tu es quelle figure éducative pour ton projet ? Est-ce que tu es si positif ? Est-ce que tu t'engages suffisamment ? Tu lui donnes suffisamment de temps ? Oh, tu le tapes pas, parce que ça, plus personne ne tape d'enfant en France. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Plus personne ne met même une gifle à un enfant en France. Alors, à nouveau, c'est de l'ironie. Mais tout ça, ça joue, ça participe d'une situation globale. Et cette situation, c'est une exposition de nous, en tant que parents, à une forme d'aventure extrêmement périlleuse. Parce que visiblement, en plus, on peut faire bien et pas bien. Et puis ceux qui disent que c'est bien et les autres pas bien, en plus, ils ne sont pas d'accord. Qui est-ce que je dois croire, moi ? Je crois qui ? Je crois le docteur Guéguen, elle est docteur quand même. Ou je crois Caroline Goldman, elle est psychologue quand même. Vous avez tous vu ces débats-là. Et finalement, entre les deux, eh ben, qu'est-ce qu'on propose ? Eh bien, entre les deux, on a quand même beaucoup travaillé. Là, je vous présente mon amie Céline Clément, qui est professeure de psychologie à l'Université de Strasbourg et qui a longtemps évolué au Québec. Elle a fait une thèse de doctorat au Québec. Et elle en est revenue avec des outils techniques, qui sont grosso modo ce qu'on va faire en fin de topo, qui sont des outils très pratiques, qui fonctionnent incroyablement bien pour favoriser ce qu'on appelle dans la littérature scientifique le climat familial. C'est-à-dire, grosso modo, l'ambiance à la maison. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Eh bien, c'est l'histoire de principes psychoéducatifs à mettre en place au quotidien, chaque jour, 1, 2, 3, plusieurs, à partir de situations qu'on a analysées comme étant problématiques. C'est-à-dire qu'au Québec, les territoires sont vastes. Et donc, on a beaucoup moins la culture de la consultation en institution quand un enfant ne va pas bien. Et ça ne vous aura pas échappé que chez les enfants, par exemple, avec autisme, il peut y avoir de graves troubles du comportement associés. Et qui dit trouble du comportement dit possiblement conséquences sur la confiance parentale, sur l'usure parentale, sur la fatigue, sur la manière d'éduquer, etc., etc. Et donc, il faut intervenir. Mais ces gens-là, ils ne vont pas faire 800 bornes par semaine pour consulter et être accompagnés par un psychologue ou autre. Donc, les Québécois étant très pragmatiques, ils ont développé des systèmes de psychoéducation. Ils envoient des éducateurs à domicile. Les éducateurs restent 1 jour, 2 jours, 3 jours, où ils étudient des vidéos, etc. Et ensuite, ils leur disent, voilà, nous, on a regardé comment vous donniez une consigne à votre enfant. Pour la prochaine fois, on va faire une seule chose. Une seule chose. Quand vous donnez une consigne à votre enfant, vous établissez systématiquement un contact au minimum visuel, au plus visuel et tactile. Et vous ferez très attention qu'à chaque fois que vous donnez une consigne à votre enfant, vous établissez un contact visuel. D'où ça vient, ça ? Eh bien, ça nous vient des centaines de parents qui nous disent tous la même chose. Je suis obligé de lui répéter 10 fois avant qu'il aille prendre sa douche. Au bout de 10 fois, je pète un câble, je rentre dans la pièce, je me transforme en gremlins. Lui, il ne comprend pas, me dit « mais c'est injuste », etc. Ça se finit mal et à la fin, c'est la soirée qui est pourrie. Ça, c'est vraiment l'exemple typique. D'accord, donc on va refaire la scène, en fait. L'enfant, il est dans sa chambre en train de jouer, il est dans sa bulle imaginaire, tout à fait hermétique, il est bien, il est dans son plaisir. Bon. Il entend vaguement un bruit familier,
dont il sait que de toute façon ça reviendra, et qu'il n'y a rien qui l'engage à arrêter tout de suite son moment de plaisir. Jusqu'au moment où il voit le gremlin rentrer dans la pièce comme une furie en lui disant « Mais c'est pas vrai, mais il faut toujours te le répéter 10 fois !» À qui ça fait écho? Si vous avez des enfants, ça peut vous rappeler des éléments. Eh bien, on va donc mettre ce petit principe psychoéducatif en place qui va permettre d'anticiper, de faire de la prévention dans la survenue d'un moment électrique sur le plan systémique et potentiellement de ne pas passer une soirée pourrie pour de mauvaises raisons. Parce qu'en fait, dans cet exemple-là, vous passez un temps infini à lui répéter, lui répéter, lui répéter, lui répéter, puis vous y rendre, alors que nerveusement, du coup, vous êtes à bout, vous en rentrez là-dedans, vous êtes prêt à exploser, et au final, on se demande même si vos cris, c'est plus de la décharge nerveuse, à quoi ça vous sert en fait de lui crier dessus à ce moment-là. Mais dans tous les cas, là, vous êtes hautement, en tant que parent, on est acteur du déclenchement d'un problème. Donc, on va changer de méthode. Et à partir de maintenant, on va identifier un comportement. Par exemple, aller sous la douche, qu'on évoque là. Eh bien, désormais, avant d'aller sous la douche, on va utiliser 2 astuces. 1, le principe de préavis. 2, quand je donne une consigne, j'établis systématiquement un contact visuel et ou physique. J'aurais pu rajouter un 3e principe psychoéducatif qui est, quand je lui donne une consigne, je lui fais répéter la consigne. Je décompose. À partir d'aujourd'hui, 10 minutes avant d'aller dans la douche, l'enfant sera prévenu. Je te préviens, dans 10 minutes, tu arrêteras de jouer et tu iras sous la douche. Répète ce que je viens de dire. Et l'enfant doit répéter. Parce que établir un contact visuel, c'est bien, mais un enfant qui vous regarde, ce n'est pas forcément un enfant qui vous écoute. Deuxièmement, je te fais répéter la consigne pour être sûr donc, que tu l'as bien intégrée. Et troisièmement, 10 minutes plus tard, je réétablis un contact visuel. Allez, maintenant c'est terminé, on y va. Mais l'enfant qui avait été mis en préavis est donc plus enclin, avait plus anticipé. Et bien sûr, le fait d'établir un contact visuel et ou physique canalise tout simplement son attention, sa concentration. Comprenez ? Eh bien, c'est avec ce type de petits principes que Céline Clément est revenue du Québec et qu'elle a construit des guides de psychoéducation. Alors, on est plusieurs en fait à avoir convergé dans la même direction. Nous, on a fait Poulpito, elle fait ses trucs, Bruno Imbeck, il fait ses trucs. Mais à la fin, globalement, on est complètement d'accord sur l'ensemble de la ligne, avec des degrés plus ou moins exigeants, dirais-je. Au sujet de la psychoéducation, on va passer en revue tout à l'heure un grand nombre, alors je ne sais pas combien, mais sur l'application qu'on a développée, qui s'appelle donc Poulpito, dont je vous redirai quand même un mot, on a 30 principes psychoéducatifs. Je vais vous en donner des exemples très précis. Et donc ces questions de limites, eh ben, ça nous interpelle en tant que parents, mais vous allez voir que ça va très très largement plus loin. La question de l'installation des limites va très largement plus loin que la seule question de la vie au quotidien, de l'harmonie, je ne sais pas moi, de la politesse d'un enfant, de sa courtoisie, du fait de faire les devoirs, parce que ça c'est quand même quelque chose qui revient de manière extrêmement fréquente. Hein. Les devoirs, c'est compliqué. Et ça va beaucoup plus loin. Je vous posais tout à l'heure la question, Guéguen, Caroline Goldman, il faut que je vous fasse une confidence. Même Caroline est une très bonne amie. Et on se retrouve sur énormément de choses. Donc, en termes de référence grand public, la question des limites éducatives, selon Caroline Goldman, moi, ça me va tout à fait, à partir du moment, évidemment, où au départ, il y a un maximum de tendresse, d'amour, de respect, bien entendu, et puis de distance dans ce qu'on fait, dans la manière d'exercer les limites. Vous savez, il y a un des principes au sujet de cette distance que moi, je trouve très intéressant, qui est quand on propose aux parents d'étudier à un moment précis leur propre risque d'explosibilité sur une échelle de 1 à 10. Je n'ai pas posé la question, mais est-ce que certains parmi vous ont eu des enfants ? Est-ce que vous voulez, pour ceux qui veulent bien lever la main, donc vous êtes une forte majorité. Donc pour tous les autres, il faut continuer surtout.
Donc, si vous avez eu des enfants, vous savez que le matin, quand vous vous levez, qu'on commence à équiper toute la famille, qu'on va prendre le petit-déj, etc., on a passé une bonne nuit. Si on n'a pas passé toute la nuit debout avec un enfant malade, globalement, on est à peu près ressourcé. Le niveau de sérénité n'est pas trop mauvais. Et puis, si un enfant fait tomber, par exemple, son bol de céréales ou une fourchette, on la ramasse, on lui rend, il n'a pas fait exprès, on va quand même pas... Et puis on reprend le même parent à 19h le soir, après une journée de boulot, après avoir fait les devoirs, après avoir galopé pour la douche, pour ranger la chambre, etc., etc. Et la même cuillère qui tombe au même endroit. Mais est-ce qu'il y a une seule chose qui n'est pas tombée dans cette foutue maison ? Quelle est la cohérence éducative pour l'enfant ? Et ça, ce comportement-là, c'est le comportement d'un parent typique. Ce n'est pas un parent fou, ce n'est pas un parent maltraitant, c'est le fait que l'être humain dispose d'un certain stock de disponibilité et que ce stock, au cours de la journée, il s'épuise. Et donc, arrivé dans les moments où vous êtes les plus explosifs, à quel moment est-ce que c'est vous, la bombe à retardement, et que finalement, la problématique liée à l'enfant va être tout à fait secondaire, et d'ailleurs, potentiellement, ça va se renforcer en désaccord éducatif, engueulade entre les parents devant les enfants, bien sûr. « Ah, mais de toute façon, c'est toujours toi qui... Ah, mais pourquoi tu lui cries dessus ?» Bon. Exemple typique d'un cercle vicieux qui est parti d'un petit détail, de pas grand-chose. Parce que je vous disais que établir les limites éducatives, c'était encore plus important que les seuls aspects liés au comportement, au fait d'aller à la douche de manière docile, etc. Je vous raconte une histoire. C'est l'histoire de ce monsieur qui s'appelle Phineas Gage. Nous sommes le 13 septembre 1848 et je peux vous garantir que tous les psychologues spécialisés en neuropsychologie ont entendu parler de Phineas Gage, car il travaille sur un chantier, enfin il fabrique des mines sur un chantier de chemin de fer, il est contremaître, et c'est un contremaître exemplaire. Et donc ce jour-là, il est au travail et il fabrique des explosifs avec sa barre à mine. Sauf qu'il avait oublié de mettre du salpêtre ou pam, ça explose et la barre à mine lui transperce le cortex orbitofrontal, c'est-à-dire la partie que vous avez au-dessus des yeux. Okay. Et Phineas Gage ne meurt pas. C'est pour ça qu'il est devenu très célèbre, c'est qu'on a pu étudier son cas. Parce qu'une fois qu'on l'a réhabilité, les gens s'accordent à dire que Phineas Gage n'est plus Phineas Gage, qu'il a changé de personnalité. Alors ça, c'est intéressant. Il a changé de personnalité, mais en quoi a-t-il changé de personnalité ? Eh bien, avant, il était calme. Et maintenant, il est inattentif, agité. Il ne tient plus en place, il ne mémorise plus les informations, il ne planifie plus certaines actions complexes. Pire que ça, il est devenu irascible et il se bat dans les bars avec des types, il ne supporte plus l'alcool et il saute sur les femmes dans la rue. Donc on a là un tableau de symptômes qu'aujourd'hui, nous, on identifie immédiatement de quoi il s'agit. Il s'agit d'un syndrome frontal, évidemment. Mais on peut aller plus loin dans cette question-là et vous allez voir qu'on va faire un lien avec la question des limites. C'est que là, Phineas Gage n'a plus de limites. Il est excessif en tout, il ne se réfrène plus, il ne contrôle plus. Et ça en fait presque un individu, oui, dangereux. Alors c'est quoi ? C'est un problème, il a eu un refoulement parental archaïque qui a monté ? Non, bien entendu. On se rend compte que sur le plan cérébral, eh bien, le fait d'installer des limites chez un individu va contribuer au développement de son cortex orbitofrontal, c'est-à-dire la partie que vous avez au-dessus des yeux. Et vous savez peut-être que le cerveau est en partie spécialisé en fonction des zones qu'on sollicite. Eh bien, cette partie du cerveau est la partie la plus importante, si on peut le dire comme ça, car elle constitue le chef d'orchestre de tout notre appareil cérébral. On dit beaucoup que c'est le siège de l'attention, mais on peut en fait aller plus loin, et je vais vous faire passer pour ça un petit test. C'est l'équivalent d'un Cluedo. Il faut trouver qui est le meurtrier. C'est en anglais, mais c'est de l'anglais gentil.
Ah, j'ai pas le son qui sort. Alerte la technique. Alors, je ne sais pas si j'ai plus de son. Attendez, je vais regarder là si je fais ça. Je n'ai plus de son. C'est moins facile de comprendre l'anglais si vous ne l'entendez pas. Alors attendez, je vais essayer de vous la refaire en français et puis vous essayerez de déduire qui est le meurtrier. Ok. Action. Donc là, il dit, voilà, je suis ici pour découvrir qui est le meurtrier qui a tué ce monsieur, et je vais vous demander, à vous chacun, où vous étiez aujourd'hui dans l'après-midi. J'étais en train d'astiquer ma casserole pour la faire luire parfaitement. Et moi, j'étais en train de remettre les candélabres à leur place. J'arrosais mes pétunias, comme il faut le faire en ce moment. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? C'est vous la meurtrière. Quoi? Emmenez-la. Allez, ça suffit. Vous devriez plus faire attention à ce que vous dites. Alors, qui est le meurtrier? Est-ce que quelqu'un a observé un changement entre le début et la fin de la... Comment? L'horloge par terre, c'est plus une horloge, vous avez raison. Quoi d'autre? Sa jambe a changé, d'accord, très bien. Vêtements, oui. En fait, on va aller plus vite. Tout a changé. Ils ont opéré 21 changements entre le début et la fin de la scène. Regardez. Exactement. Regardez, je vous remontre la scène en contre-filmant. Et vous allez observer qu'ils changent tout, en fait, en fonction du déplacement de la caméra. Toc, ils enlèvent tout. Rien n'est pareil. Même le cadavre a changé. Le tout, c'était de le faire discrètement. Mais c'est parce que je vous ai truqué, en fait. Je vous ai fait croire que ce que j'allais dire avait une importance. Et donc, qu'est-ce que vous avez fait? Vous vous êtes concentré sur la doublure que j'ai fait des acteurs. Si maintenant, on séparait en deux groupes, il y a un groupe où je disais « écoutez bien ce que je dis, c'est très important ». L'autre groupe où je disais « n'écoutez pas ce que je dis, regardez uniquement dans le décor ». Eh bien, il serait très bon pour remarquer les changements. Par contre, si après je leur demande « alors, qu'est-ce que j'ai dit ?» Ah ben, ce serait peut-être beaucoup plus compliqué. Je vous montre cette vidéo parce qu'elle illustre à merveille un processus pour l'être humain qui est central dans notre fonctionnement au quotidien, mais pire que ça, c'est le processus clé pour comprendre le développement des civilisations humaines. C'est le processus civilisationnel qui est logé dans la partie orbitofrontale du cerveau et qu'on appelle dans notre jargon l'inhibition, c'est-à-dire le filtre, le contrôle, pouvoir s'empêcher de faire quelque chose. Et Phineas Gage, son gros problème, c'est pas vraiment qu'il saute sur les femmes dans la rue. Son problème, c'est qu'il n'inhibe pas la pulsion. Et vous voyez que là, ça devient très intéressant parce que cette inhibition, c'est un processus qu'un neurobiologiste très connu qui s'appelle Antonio Damasio a appelé l'erreur de Descartes. Avec l'idée suivante, c'est que pour Descartes, il y a d'un côté la passion, de l'autre côté la raison. Et qu'est-ce qu'on observe quand on étudie les syndromes frontaux? Eh bien, on se rend compte qu'il y a des troubles cognitifs et qu'il y a des troubles pulsionnels. Et que le point commun entre les deux, eh bien, c'est le filtre, c'est le contrôle. C'est le fait de pouvoir faire focus. Ok? Et comment est-ce qu'on apprend à faire focus? Eh bien, on apprend à faire focus en apprenant les limites. C'est parce qu'on nous dit « non, ne fais pas ça, tu n'as pas le droit de faire ça », qu'on va intérioriser cet interdit et ensuite se poser soi-même des limites. Et donc, cette question de l'éducation aux limites, je pense qu'elle relève d'un problème encore plus important que les comportements en tant que tels, c'est la question
de la sécurité de nos sociétés, de manière plus large. Alors, j'ai une illustration à cette question du cerveau et des limites avec deux garçons que je connais très bien, que j'appellerai Mike et Brian, qui sont des enfants que je rencontre à Paris. Et ces garçons, lorsque je les rencontre, ils ont 5 et 6 ans. Et ils sont issus d'une fratrie de 4. Il y a aussi Matteo et il y a... comment est-ce que je vais l'appeler ? Allez, on va dire Johnny. Les deux garçons viennent parce qu'ils ont des problèmes de comportement très importants. Très importants. À tel point qu'il y a une information préoccupante actuellement qui a été déclenchée. Et lorsque je fais l'inventaire des comportements problèmes du quotidien, j'apprends que le petit, quand il arrive à l'école le matin, il se pose devant son enseignant, il le regarde et il fait « Ah !» Et ça dure 1 heure. À la pause de récré du matin, les enfants sortent dans la cour, ils sautent le portillon, ils traversent la départementale, ils se barrent à travers champs. Et c'est la gendarmerie qui le récupère. Il rentre à la maison à 4h30, il regarde sa maman, il baisse son pantalon, il pose une pêche par terre, il prend sa matière fécale, il la jette contre les murs en rigolant. Spectaculaire. Très spectaculaire. Et on se demande, mais comment est-ce seulement possible que cet enfant fasse ça ? Alors ça c'était quand je l'ai rencontré il y a à peu près 1 an et demi. C'est un enfant qui aujourd'hui ne présente plus aucun symptôme comportemental. Plus aucun symptôme. Même s'il reste des trucs sur le plan attentionnel, laissant supposer une interpénétration entre le développement du cerveau et le développement justement de ses limites et de l'éducation. On a offert aux enfants des hamsters russes. C'est mignon les hamsters russes, hein ? Bon, ben, ils ont pris la cage des hamsters russes, ils l'ont mise en bas de l'escalier, ils sont montés prendre la télévision dans la chambre des parents, l'écran plat, du premier étage sur les hamsters russes. Bon, eh ben on rachète un écran plat et on leur rachète des hamsters russes. Et tout est comme ça. On pourrait parler de ces... Et donc, arrive assez vite le moment de se dire comment sont-ils devenus comme ça ? Parce qu'on ne naît pas avec de telles difficultés de comportement. Ça s'acquiert au jour le jour, c'est du boulot. Et donc, assez vite, j'ai étudié la constellation familiale et j'apprends que le papa, il a un métier où il ne peut pas être là la semaine et donc il part le lundi, il rentre le vendredi. Et la maman m'explique assez rapidement, elle, de toute façon, elle veut faire de l'éducation positive bienveillante. Donc, on ne dit pas non aux enfants, il n'y a pas de punition. Et elle est sur cette forme de dérive interprétative, avec l'idée que l'éducation positive bienveillante, on ne dit pas non, on ne donne pas de cadre, on laisse libre à l'enfant de tout faire. D'ailleurs, c'est bien ce qu'avait dit Montessori. Je plaisante, évidemment. Puisqu'il y avait une conférence Montessori précédemment sur... Et donc, je me rends compte que ces enfants, en fait, il y a une absence totale de tout principe éducatif. Un coup, on mange à 18h, un coup, on mange à 20h, un coup, finalement, on ne mange pas parce qu'ils ont grignoté toute la journée. La douche, c'est s'ils veulent bien. De toute façon, il ne s'agit quand même pas de les brusquer, de leur imposer des choses. Je ne vous parle même pas du fait de ranger la chambre ou autre, ou de ne pas jeter le linge propre dans le jardin, là où les chiens font leurs besoins, pour jouer ensuite à l'île aux crocodiles sur les draps. On part de très très loin avec cette famille, mais ce qui est intéressant dans ce type de mission, c'est qu'on part de tellement loin qu'on va forcément avancer. Et donc on va mettre en place un système à l'interface entre des habiletés parentales pour la maman, de la psychoéducation, notamment en ce qui concerne la question des limites,
Et les enfants, je vais vous donner des missions extrêmement importantes et vous allez très très bien les réussir. C'est ce que moi j'ai développé au travers de ce qu'on appelle les interventions SMART. Si vous voulez que je vous en parle, j'en parlerai, mais c'est pas central, ça marche extrêmement bien. C'est du comportementalisme stratégiquement astucieux. Aujourd'hui, les enfants ne présentent plus, alors c'était il y a 1 an et demi ça, ils ne présentent plus un seul problème comportemental, mais il y a encore des soucis sur le plan attentionnel, purement attentionnel, où là je pense notamment au regard de l'histoire de vie de ces enfants et notamment au regard de la grossesse et de l'accouchement, qu'ils présentent un trouble de l'attention avec de type impulsivité prédominant. Et donc je pense qu'il y avait à la fois des questions éducatives qui se posaient, mais aussi on a le droit d'avoir des problèmes éducatifs tout en ayant un problème neuropsychologique. Et je pense que là, il y a un aspect neuropsychologique qui est au-delà de la portée de qui que ce soit. Une des premières choses qu'on a faites avec eux, ça a été de les mettre dans un cadre extrêmement rigide lorsqu'ils viennent me voir. Ce sont des enfants qui aujourd'hui se mettent spontanément au garde à vous quand ils viennent me voir. Et systématiquement, il y a une seule règle avant toutes les autres. Si vous voulez parler, vous levez le doigt. Donc indispensable. Je te le rappelle une fois. Si je te le rappelle une deuxième fois, tu dois sortir 2 minutes. Et je vais accompagner la maman dans la manière qu'elle va avoir de découvrir ce qu'est un cadre, des limites et la manière de les appliquer sans pour autant être méchante avec ses enfants ou mauvaise ou agressive. Vous comprenez ? Ça a été vraiment une grosse réussite, cet accompagnement. Ça l'est toujours d'ailleurs, puisque ça tient plutôt très bien dans la durée. Excusez-moi, il faut que je connecte un câble. Oui, et donc je vous racontais cet exemple-là parce que il me semble qu'en termes de merci beaucoup, de pratique éducative, pas vis-à-vis des limites et de développement neuropsychologique, il est évident qu'un jeune enfant qui commence à découvrir le non intériorisé, c'est un enfant qui a évidemment des conséquences en termes de développement neuropsychologique et qui potentiellement est un enfant qui... Super. Le collègue amène un câble. Parce que là, je vais être un tout petit peu court. Bon, après, j'ai presque terminé avec mon diaporama. Et en même temps, il va être l'heure de passer aux questions. Alors, il me restait donc à vous donner quelques exemples concrets de ce qu'on peut mettre en place en psychoéducation de manière à accompagner la question du développement et des limites en général. Et c'est là qu'il faut que je vous parle un tout petit peu de Pulpito, parce que Pulpito, c'est un travail colossal. C'est un travail de 2 ans qui a impliqué une dizaine de personnes. Et Pulpito, en fait, c'est une application. C'est une application. Merci beaucoup, cher ami. C'est super, c'est très bien. C'est une application à destination des parents qu'on a développée parce que moi, j'étais fatigué de toujours répéter les mêmes trucs aux parents. C'est un peu pour la même raison que Caroline Goldman a écrit ses livres, si vous voulez tout savoir. C'est que, à force de répéter aux parents des choses qui se retrouvent dans de nombreux foyers, on essaie de développer des outils pour leur faciliter la vie et qu'ils se passent de nous, quoi. Et Pulpito, ça sert à ça. Donc, allez voir, c'est accessible sur l'Apple Store et il n'y a pas d'engagement, pas d'abonnement. Je ne serai jamais riche avec Pulpito. Ce n'est pas du tout le projet. C'est vraiment un outil pour accompagner la parentalité au quotidien. Et donc, Pulpito, c'est 30 principes qu'on a déclinés sous forme de mission que vous voyez là, avec certaines qui sont plus ou moins importantes en matière d'établissement de limites, mais je vais vous en dire quelques-unes. Par exemple, la mise en préavis, je vous en ai parlé tout à l'heure. Alors, choisir ses guerres, ça c'est une mission que j'aime bien, parce que généralement, les parents qui viennent nous voir avec des enfants qui ont des problèmes de comportement ou des difficultés éducatives, etc., ils essayent de tout gérer. Ils essayent de régler tous les problèmes. Évidemment, ils s'épuisent, évidemment, ils investissent inégalement. Bien entendu, ils ne peuvent pas toujours être d'accord sur tous les problèmes, etc. Donc ça ne marche pas, et l'enfant comprend que ça ne marche pas. Donc la situation s'enlise. Et régulièrement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un inventaire des difficultés comportementales de l'enfant à la maison. On va demander aux parents de les décrire avec le plus de précision possible pour pouvoir agir dessus. Et ensuite, on va grader. Moi, je fais toujours une gradation du comportement qui va être le plus facile à corriger au comportement qui va être le plus difficile à corriger. Je vous donne un exemple.
Je pense à un enfant en particulier. Arrêter d'assassiner sa sœur, ça va être la mission la plus compliquée avec lui. Et en règle générale, tout ce qui est de l'ordre de l'agressivité dans la fratrie, ça se place plutôt tout en haut. C'est très dur d'intervenir là-dessus. Mais ce n'est pas impossible. On a des outils qui marchent très bien. Mettre ses chaussures pour partir à l'école, c'est tout en bas. C'est hyper facile de réussir à faire en sorte qu'un enfant mette lui-même ses chaussures le plus vite possible pour aller à l'école. Tout ça s'appuie bien sûr sur des systèmes de récompense qu'on va mettre en place avec la famille et que l'enfant va bien comprendre. Regardez, je vous donne l'exemple du petit Nathanaël dont je vous ai parlé tout à l'heure, celui qui tapait avec son frère de 2 mois. Première démission. Alors, il faut que je vous fasse une confidence. Avant d'être psychologue, j'étais militaire. Donc, du coup, je réexploite, quoi. Et en tant que psychologue, nous, on a besoin de travailler avec ce qu'on a, avec notre histoire, avec notre personnalité, avec nos appétences. Et en l'occurrence, régulièrement, je mets les enfants dans des missions de militaires. Un enfant comme Nathanaël, par exemple, 4 ans et demi, quand on m'explique ses symptômes, il tape, etc., je sais déjà que la semaine prochaine, j'aurai réglé la question des coups, et je sais déjà que la fois suivante, on attaquera encore autre chose. Mais plusieurs coups d'avance. Donc, Nathanaël, tu vas faire... Alors, on vous voit tellement bien avec votre pull orange, ça sera vous. Nathanaël, je vais te donner une mission qui est très, 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 très importante. Ici, tu vois, dans ce bureau, c'est un peu comme à l'armée. Il y a le grand chef des militaires, c'est moi, et toi, tu es mon super soldat, tu es mon meilleur soldat. Je vais te donner une mission super importante, très importante. Et tu sais ce que tu vas gagner ? Tu vas gagner la médaille de la mission des militaires. J'ai acheté un paquet de médailles, 4,99 € les 10, vous voyez. Mais avec un enfant de 4 ans, souvent à 4 ans, on n'a pas encore reçu de médaille. Alors, et je lui montre la médaille et tout. Alors là, à partir de ce moment-là, il n'y a plus qu'une seule chose qui existe dans sa tête, hein, la médaille. Et je vais t'expliquer ta mission. C'est très, 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 très facile. Et tu vas très bien la faire. Mais je te préviens, c'est terminé. Plus jamais tu tapes ta maman. C'est interdit. Sinon, je vais me fâcher très, très fort. Tu auras affaire à moi. OK ? Donc, plus jamais tu tapes ta maman. Ça, c'est fini. C'était avant, maintenant, c'est fini. Et ta mission, elle est très facile. Quand ta maman, elle déclenche la mission militaire, le plus vite possible, tu vas prendre tes chaussures, tu les mets à tes pieds le plus vite possible. Et dès que tu as terminé, tu mets une bille dans le verre de la mission. Tu as des billes chez toi, tu as un verre, super. Tu mets une bille dans le verre. Et on se revoit dans 7 dodos. Ça va aller très très vite. On se revoit très bientôt. On se revoit dans 7 dodos. Et tu vas m'amener ton verre, et comme il y aura plein de billes, médaille de la mission militaire. Viens, on s'entraîne. Enlève tes chaussures. Je lui fais enlever ses chaussures, je mets les chaussures un peu plus loin dans la pièce. Voilà, assieds-toi là. Maintenant, ta maman, elle va déclencher la mission militaire. Tu dois aller le plus vite possible mettre tes chaussures. Ensuite, tu reviens, tu mets une bille dans le verre. T'es prêt ? Allez-y, madame. Tac, la maman déclenche la mission. Le gamin, il court, il met ses chaussures. Il dit, vas-y, c'est super, t'es à fond. Alors, évidemment, il faut s'assurer au préalable que l'enfant sait faire ça. Donc, je me suis assuré, évidemment, qu'il différenciait la droite de la gauche. Vous savez, il met ses chaussures sur ses pieds là pour voir si c'est le bon pied. Il revient, il met une bille. Mais bravo, mais t'es un champion. Oh, je le savais, t'es trop un champion. Ok, on se revoit dans 7 dodos et tu gagneras la médaille de la mission militaire. Check, salut mec, t'es trop fort. Avec un enfant de 4 ans, 6 mois qui n'est pas complètement psychiatrique, je n'ai pas le moindre doute que le gamin, je l'ai survitaminé en termes de motivation. Il repart de là, il n'a qu'une envie, c'est qu'on se revoie pour gagner la mission. Et effectivement, il revient la fois suivante, mais il court, quoi. Regarde mes billes. Oh, mais c'est pas vrai, comment t'as fait? C'est très bien. Et tu vas pas taper maman, hein, c'est terminé tout ça. Ok, super. On a réglé le taper maman en une séance. Hein. Ça n'a pas été du tout compliqué. Hein. Et donc après, évidemment, alors, s'il attend sa mission, on prépare la musique militaire, roulement de tambour. Au nom du président de la République et du maire d'Issy-les-Moulineaux, hein, j'ai l'honneur de te remettre la médaille de la mission militaire. Applaudissements, photos, enfin, on le fait en grand, quoi. Le gamin, il n'en peut plus de bonheur. Et on avance. Et on dote la maman de principes psychoéducatifs, comment affirmer son autorité, comment expliquer aux éducateurs qu'elle doit affirmer son autorité, etc. etc. De quoi je peux vous parler d'autre qui est un peu sympa là-dedans ? Ah, le triangle du feu, ça j'adore. C'est un concept
qui se développe en pyrotechnie, en fait. C'est le fait qu'un feu ne peut exister que s'il y a un combustible, c'est ce qui brûle, un combustant. Ça y est, je suis mort. Un comburant, c'est l'oxygène et une énergie d'activation. Combustible, comburant, énergie d'activation. À partir de là, le feu brûle et les sapeurs-pompiers vont chercher à ôter un des 3 pôles du triangle. Eh bien, figurez-vous qu'avec les difficultés comportementales ou éducatives, c'est exactement la même chose. Ça émerge toujours à l'interface entre 3 pôles, enfant lui-même, environnement et événement. Et si vous étudiez les crises ou problèmes de comportement ou bagarres entre frères et sœurs, etc., vous verrez que ça intervient toujours quand les 3 conditions sont réunies. Un enfant prêt à exploser, un environnement qui n'empêche pas cette explosion et qui, au contraire, favorise la survenue d'un événement déclencheur. Je vous donne un exemple très concret pour être pratique. Je m'occupe d'un petit gars que j'appellerai Bastien, qui a 6 ans, qui est chaud comme une baraque à frites et qui a des problèmes de comportement costauds. Par exemple, il s'oppose à son père et il l'insulte. « Ah, t'es qu'un sale con !» Le père, « Tu sors d'ici, tu vas dans le jardin. »« Ah ouais, ok, j'y vais. » Il va dans le jardin, il prend des cailloux et il va rayer toute l'aile de la voiture de son père avec les cailloux et après il jette les cailloux contre la fenêtre de la cuisine. Sympa, 6 ans. Donc la mère, elle me raconte ça un samedi matin, ça avait eu lieu la veille. Je dis d'accord. Qu'est-ce qui s'était passé avant ? Il s'était passé quoi avant ? Ah bah avant, ça avait déjà été très compliqué, d'accord ? Refaites-moi le film là. Je veux le film détaillé à partir du moment où il passe la porte de l'école et où vous le récupérez à la grille. Ah bah écoutez, ça a été très... J'avais oublié d'acheter du pain dans la journée et donc j'ai fait un détour. Je me suis arrêté chercher du pain, j'ai laissé les 2 enfants dans la voiture et là quand je suis revenu, il était en train de taper sur sa sœur. Donc moi, je l'ai engueulé un bon coup, je lui ai dit qu'il serait puni. À la maison arrivée, je l'ai repuni. Du coup, il n'a pas voulu faire ses devoirs et on s'est engueulé toute la... D'accord, très bien. Eh bien en fait, vous avez été, malgré vous et inconsciemment, le déclencheur parfait de toute cette soirée pourrie que vous avez vécue. Analysons la situation. Un enfant qui sort de l'école, c'est un enfant qui opère une transition identitaire. Il passe d'un statut d'écolier à un statut d'enfant dans sa famille. Tout change. La plupart des règles ne sont plus exactement les mêmes, les personnes qui font la règle ne sont plus les mêmes, les activités, les personnes avec qui on est, etc., l'ambiance, les objets, les lieux, tout change. Et bien entendu, les rituels. Et donc là, le sortie d'école, vous avez jamais remarqué quand vous demandez à un enfant, vous le chopez vraiment à la sortie d'école, et vous lui dites, t'as fait quoi à l'école aujourd'hui ? S'il réussit à vous dire qu'il a mangé du pain, c'est que déjà c'est énorme. Mais la plupart du temps, ils vous disent, je sais pas, rien. Pourquoi ils vous disent ça ? Parce qu'ils sont en train d'opérer une transition où ils se recalibrent sur le format maison. Et toi, tu me demandes, alors que je suis en train de quitter mentalement l'organisation école, tu me demandes mentalement d'arrêter de me recalibrer maison pour me projeter école. C'est cognitivement, c'est un conflit ingérable. Donc, il n'y a rien qui en sort. Et donc, il y a cette transition hors de l'école, et ça fait partie des conseils Poulpito. Quelque chose qui est très important dans les transitions, c'est la mise en préavis. Je te préviens qu'il va y avoir un imprévu, qu'il va y avoir une transition. Deuxièmement, quand il y a des rituels, on n'y touche pas. Pour tous ceux qui ont des enfants, vous savez que c'est souvent des vies ultra ritualisées. Et inconsciemment, vous ultra ritualisez le quotidien. Et là, qu'est-ce qu'il se passe ? Il est en train d'opérer sa transition. Il est monté dans la voiture, il est à l'arrière avec sa sœur, il est cramé du bulbe, on est vendredi, il est 17h30. Donc là, sur le plan préfrontal, c'est une bombe à retardement, le gamin. Il est tout à fait prêt pour exploser. Il n'y a pas de meilleur moment pour exploser que le vendredi à 17h30 ou à 16h30 à la sortie de l'école. Imprévu, la mère avait oublié du pain. Et sans prévenir les enfants, sans préavis, elle s'arrête, elle leur dit « vous m'attendez là » et elle laisse les 2 à l'arrière de la voiture. Donc en fait, ça a été rupture d'un rituel, non mise en préavis par rapport à la rupture de ce rituel, sur un enfant qui est bon
pour exploser et qu'on laisse dans la voiture. Vous m'attendez là, ils ne savent même pas combien de temps ça va durer. Donc, là, vous vouliez éviter de passer une soirée pourrie, ou au moins un temps de cette soirée pourrie. Vous en prenez un des deux avec vous, ou les deux, ou vous pensez au pain, ou vous n'allez pas à la boulangerie. Mais vous voyez comment triangle du feu, l'enfant est prêt à exploser, l'environnement permet l'événement qui génère l'explosion. Et donc, en travaillant sur l'un et ou l'autre des trois pôles, eh ben, on va, sur le plan comportemental, empêcher, limiter l'émergence de comportements problèmes. Bon voilà, c'est quelques éléments. Si vous voulez qu'on développe davantage les principes Pulpito, ça sera avec joie. Mais c'est, vous voyez, aussi, ici on est à l'heure, donc là je suis presque pile à l'heure. Vous êtes vraiment militaire. Hein. On a commencé à 20h02, 21h02. Très bien. Non, moi je pensais à votre dernière réflexion, c'était, en fait, donc il n'y a pas de place à l'improvisation. C'est un peu la société à la japonaise. Alors, si on sort du cadre, ça y est, c'est fini, c'est la catastrophe. C'est amusant. Cette question, on me la pose très très souvent. Et je pense que si, il y a de la place à l'improvisation, mais au maximum, lorsqu'il y a des scénarios du quotidien qui sont ritualisés, il faut au minimum mettre l'enfant en préavis avant de casser un rituel. Et dans certains rituels, oui, effectivement, il faut être d'une rigidité importante. Pour tous ceux qui sont des fans de l'histoire du soir avant d'aller se coucher, on n'annule jamais l'histoire du soir. Même si l'enfant était horrible, tant pis. Ce rituel, c'est le repère psycho-affectif qui va nous faire basculer d'un monde à l'autre. Donc, quoi qu'il arrive, si on est des adeptes de l'histoire du soir, on garde l'histoire du soir. Et ensuite, dans la mesure du possible, on tolère évidemment l'imprévu, bien sûr. Mais au moins, lorsqu'il y a des difficultés de comportement en cas d'imprévu, on comprend pourquoi. Alors, je réponds toujours aux mails. Si vous avez des questions ou des remarques ou quoi que ce soit, vous pouvez toujours m'écrire un mail, j'y réponds. La parole va circuler, ça va être à vous de nous faire part de vos observations, de vos questions, de vos désaccords par rapport à tout ce qu'on a dit. La première question est toujours très difficile. C'est vrai, la première question est toujours la plus difficile. Et néanmoins, il me reste vraiment à vous remercier pour votre attention. Oui, monsieur ? Oui. Mais appuyez sur le micro. J'ai deux questions. La première, par rapport au cas que vous avez indiqué sur la médaille ou autre, qu'est-ce qui fait que ce changement de comportement s'installe et dure ? Ça, c'est la première question. Et l'autre question que j'avais, c'est est-ce qu'on a assez de recul pour mesurer ce que l'inflation de nos limites que vous avez indiqué, de cas de nos limites, a sur le comportement des enfants qui sont devenus des adultes ? En quoi ça a changé les choses ? Écoutez, je pense que, vous savez, alors ça ne sera pas le seul indicateur, mais je suis convaincu que quand on étudie la criminalité chez les enfants et les ados, ça, c'est des données qu'on a, ça. Moi, je suis convaincu qu'entre maintenant et les années 60, on va observer une explosion. C'est-à-dire à la fois quantitative et sur le plan développemental, c'est-à-dire des violences qui sont de plus en plus précoces, qui interviennent de plus en plus tôt. Ça, c'est pour répondre à la fin de votre question. Alors comme ça, moi, je ne les ai pas, ces stats-là. Hein. Mais quand on pose la question, c'est qu'elles existent quelque part. Il faudrait voir avec l'Observatoire national de la violence. Si on a ces éléments-là, mais c'est fort probable. Et le début de votre question, c'était ? C'était comment les choses continuent une fois qu'elles sont installées. C'est-à-dire, dans le cas de votre médaille, ok, vous avez trouvé une technique pour faire changer le comportement sur une semaine, mais qu'est-ce qui fait que le comportement s'installe et reste et dure ? Triangle du feu, là c'est la psychoéducation. C'est la manière dont on va outiller les parents pour que le plus vite possible ils se passent de nous et qu'ils soient autonomes dans leur raisonnement éducatif. Je vous dis, cette maman du petit gars là, à qui j'ai fait mettre ses chaussures, il a fallu 3 séances, 3 fois. Au bout de la 3e séance, d'elle-même, elle m'a dit c'est bon, j'ai compris en fait, j'ai compris. J'ai plus besoin de venir, je pense que ça va marcher, je vais m'en sortir. Donc c'est la manière dont on va justement se servir de ces outils en psychoéducation pour doter les parents d'un maximum d'autonomie. Aujourd'hui, on n'est plus du tout dans les générations de thérapie où on va vous voir pendant 5 ans allongé. Non, ça existe encore, hein, bien sûr. Hein, mais aujourd'hui, on sait très bien que ce ne sont pas ces outils-là qui servent pour aider, pour répondre aux demandes de ce type de parents.
Vous avez compris, hein, le petit bonhomme, c'est un gars qui vient d'un milieu plutôt très humble, avec une maman qui était très démunie, je pense qu'elle ne sait ni lire ni écrire. Et donc, il faut aussi aller les chercher avec des outils suffisamment concrets et suffisamment pratiques pour les accompagner. Mais je n'ai pas le moindre doute sur le fait que quand elle me dit « je vais y arriver, c'est bon, j'ai plus besoin de vous », je suis convaincu que c'est le cas. Après, il y a parfois besoin de piqûres de rappel. Et il y a des personnes qui reviennent à plus 1 an en me disant ah là, c'est un peu fragile, est-ce que vous voulez pas en remettre une couche, refaire une petite mission de militaire, et puis on les voit l'enfant 1 ou 2 fois, et puis après, normalement, c'est bon. Oui. Bonsoir. Bonsoir. Oui, ma question rejoint un peu celle de monsieur. C'est est-ce que vous avez revu ces enfants à l'adolescence, où on sait que ça peut-être revenir, ce type de comportement? Est-ce que vous avez pu les voir, l'évolution dans le temps, et si à l'adolescence, ces comportements peuvent se reproduire? Alors oui, il y a certains enfants qu'on voit plus tard, qu'on revoit plus tard. Et effectivement, il peut y avoir des résurgences de problématiques comportementales à l'adolescence pour plein de raisons. Mais effectivement, étant donné qu'il y a tout qui bouge, la question des limites, elle bouge aussi. Néanmoins, vous savez, moi, j'explique souvent aux parents, quand il y a des problèmes de limites ou de comportement, des problèmes de limite, disons. Je demande régulièrement aux parents, n'ayez pas peur, hein, à la maison, qui occupe le rôle de Vladimir Poutine. Et généralement, les parents voient exactement à quoi ça renvoie. C'est-à-dire, quelle va être la marque d'autorité qui fait que, à 14 ans, quand mon ado se fait embringuer pour piquer un scooter, ils se disent « Oh non, je ne le fais pas parce que sinon, j'imagine même pas ce que mon père va me dire ou me faire. » Là, il y a de la limite intériorisée. Ça ne veut pas dire que c'est un enfant qui a été battu ou autre. Hein. Quand j'utilise l'expression Vladimir Poutine, c'est assez choisi parce que c'est pas quelqu'un qui s'énerve, Poutine. Vous avez remarqué? On ne le voit pas énervé. Et je pense que l'autorité à la maison doit s'exercer de la manière la plus calme possible, de la manière la plus sereine possible. Parce que quand on parle de limite, on arrive très vite à la question de la violence. Limite, violence, où est-ce que... Mais je pense que la violence émerge justement lorsque il n'y a plus d'ordre, la violence, c'est le chaos. C'est quand un parent est dépassé par lui-même, par son émotivité, par son insupportabilité, que là, il y a potentiellement passage à l'acte violent. Voyez ? Vous avez d'autres questions ? Oui, monsieur. Oui, tous ces problèmes, ils proviennent bien du fait qu'il n'y a plus de principes. Les principes, à partir de 68, on a dit c'était stupide. Est-ce qu'on est capable aujourd'hui de revenir sur une civilisation avec des principes? Vous savez, récemment, j'étais avec une ado qui est sur TikTok en permanence. Et je lui dis, mais qu'est-ce que tu regardes sur TikTok? Qu'est-ce que tu regardes sur TikTok, en fait? Bah, TikTok. Mais, oui, mais quoi? Tu regardes quoi sur TikTok? Ben, TikTok, quoi? La même ado, je lui pose la question, quelle est la capitale de l'Espagne? C'est toujours les mêmes questions que je pose aux ados. Et là, elle me regarde, elle me fait, ouais, genre... Non, pardon, je lui dis, quelle est la capitale du Portugal? Elle me fait, ouais, genre, le Portugal, c'est en Espagne. 14 ans. Alors, après, je suis surexposé, forcément, à accueillir la misère. Vous évoquez la question d'un effondrement des principes. Alors, là, on est vraiment sur de l'opinion. Hein. Vous me demandez mon opinion. Donc je vous la donne. C'est évident qu'il y a un effondrement des principes. C'est évident. Je pense, alors je ne veux surtout pas jouer au vieux moralisateur, hein, mais je pense que, non pas les écrans, mais Internet fait circuler quelque chose qui peut contribuer vraiment à l'effondrement culturel et cognitif d'une société. Ça peut aussi être un formidable outil culturel, hein, on le sait très bien. Hein. Et qu'il y a une éducation, il y a une rééducation aux principes et à la culture qu'il faut faire aujourd'hui par rapport aux générations montantes. Et c'est pas avec des cours de... C'est quoi le truc qu'ils nous ont sorti là? Des cours d'empathie qu'on va régler les problèmes de violence à l'école. Hein. Alors ça, c'est certain. C'est pas en disant à l'enfant « sois gentil, pas méchant, c'est pas gentil d'être méchant » qu'il va se passer un truc.
Donc oui, je vous rejoins assez. Il y avait une autre partie dans votre question qui m'intéressait beaucoup et que j'ai oubliée. 68, il est interdit d'interdire. Est-ce que finalement cette question de la limite, de l'interdit, peut être vue dans le cadre d'une perspective sociopolitique? C'est possible. C'est possible. En tout cas, que ça a pu jouer dans l'évolution des générations. Il y a la question, c'est très multifactoriel, vous savez. La question du choix d'enfant que j'évoquais tout à l'heure, c'est aussi quelque chose d'important dans cette question de la parentalité, voire de l'hyperparentalité. Et finalement, on se retrouve surtout avec des parents. Moi, je dirais qu'on a beaucoup de parents qui sont très démunis. Parce que on entend parfois « Ah, mais cet enfant qui tape, cet enfant qui est violent, c'est parce qu'il a été victime de violence à la maison. » Ouais. Ça, c'est un schéma moi, que j'ai pu le rencontrer, mais la majorité des gamins qui ont des problèmes de comportement, ils ne sont pas du tout tapés à la maison. Hein. Je dirais même qu'il y en a une majorité qui sont très, très choyés. Et c'est très bien de choyer son enfant, à partir du moment où on n'oublie pas de lui enseigner certains principes, évidemment. Quelque chose comme par exemple la politesse entre nous à la maison. Est-ce que ça fait l'objet d'une charte à la maison? Est-ce que tout le monde a signé la charte pour la politesse à la maison? Je dis bonjour, je dis s'il te plaît, je dis merci, je n'insulte pas, etc. Ça peut être une mission Poulpito, par exemple, pour la semaine prochaine. Vous revenez avec une charte de politesse à la maison. Et je vous garantis que tout le monde va la signer. Et ils reviennent signer la charte de politesse. Bon, voilà. Ça m'amène à une réflexion, effectivement, par rapport au corollaire de monsieur. Vous parliez tout à l'heure, vous parlez même encore maintenant, d'un enfant qui est un gestionnaire de projet. J'ai décidé de faire un enfant, je l'ai décidé, c'est mon choix. Et c'est des choses qu'on retrouve effectivement aujourd'hui, qui est un petit peu ce que disait monsieur, on se rend compte qu'effectivement, j'ai voulu avoir un enfant, mais après, je deviens parent démissionnaire. Et on le voit de plus en plus souvent. Comment on peut expliquer ça? Est-ce que c'est... Puis il y a aussi une notion que vous avez peut-être évoquée, c'est l'hyperactivité des enfants. On dit aujourd'hui, mon enfant est hyperactif. Donc, vous voyez, c'est un petit peu ça. C'est le parent démissionnaire, j'ai un enfant hyperactif. Qu'est-ce qui fait que j'ai voulu avoir un enfant et qu'aujourd'hui, je me sens complètement dépassé, puis c'est fini. Alors, vous passez un peu du coq à light, hein. Parce que c'est deux questions, vraiment. Il y a la question du parent démissionnaire, donc parent qui voulait un enfant. Mais vous savez, avant, on veut des enfants. Ou plutôt, avant, on a des principes, après, on a des enfants. Et avant, on veut des enfants, et après, qu'est-ce qu'il en est une fois qu'ils sont là? Et comment est-ce qu'on vit dans sa chair? Parce que tous ceux qui ont eu des enfants, vous avez vécu le même phénomène. On vous a dit, pendant la grossesse, « Ah, tu verras, blablabla, blablabla. » Ça va être comme ci, ça va être comme ça, voire je te conseille d'eux. Et au final, ce que vous avez vécu, peut-être que ça se rapprochait de ce qu'on vous avait dit. Mais c'est unique, parce qu'il n'y a que vous qui l'avez vécu avec cet être humain qu'est votre enfant. Et c'est sans comparaison. Donc, on peut tout à fait avoir des parents dépassés. On peut avoir des parents déçus. Déçus par eux-mêmes, déçus par l'enfant. Je pense à tous les parents d'enfants en situation de handicap ou des parents d'enfants avec des autismes très lourds. C'est très fréquent qu'il y ait un des deux parents qui se casse. Il y a une surreprésentation. Ah, merci beaucoup. Il y a une surreprésentation des parents d'enfants en situation de handicap qui se séparent. Donc, le parent motivé au départ, ok, mais est-ce que ce parent, il a l'expérience d'avoir déjà un enfant? Est-ce qu'il est déjà parent ou pas? Deuxièmement, quel âge a-t-il? Quel est son niveau cognitif? Il y a plein de paramètres qui rentrent en compte. Et est-ce que finalement, ce parent qui, au bout de 6 mois, n'a pas dormi une seule nuit d'affilée, est épuisé, trouve son travail altéré, risque de perdre un emploi, etc., et qui rentre à la maison et c'est encore le bébé qui hurle et il n'en peut plus, il a envie de se taper la tête contre les murs, évidemment qu'on est surexposé au fait d'abandonner, d'une certaine manière. Mais une fois que ça se produit, il y a abandon et abandon et demi. C'est-à-dire, quel est le corrélat pour un parent d'abandonner son enfant? Vous savez, il y a un vers de Victor Hugo qui dit « L'œil était dans la tombe et regardait Caïn ». Eh bien, c'est exactement ça. C'est Caïn qui a
assassiner son frère, il fuit Dieu. Où qu'il a, il s'enterre, il fait des murs, etc. À la fin, il se fait foutre dans un caveau et l'œil était dans la tombe et regardez qu'un. Ça, c'est la culpabilité. Et je pense que la condamnation et le corrélat d'un parent qui n'est pas avec son enfant autant qu'il aimerait l'être ou qu'il pourrait l'être, je pense que le corrélat, il est potentiellement tragique. Ça, c'est pour répondre à votre question de la... Enfin, après, on pourra en parler pendant longtemps. Et puis après, il y a la question de l'hyperactivité. Aujourd'hui, vous le savez peut-être... Oui, bien sûr. Aujourd'hui, vous le savez peut-être, les enfants peuvent présenter ce qu'on appelle des troubles du neurodéveloppement. C'est une grande catégorie dans laquelle figure avant tout l'autisme, la déficience intellectuelle, retard mental, et les troubles du langage, les troubles moteurs, et le trouble de l'attention avec ou sans hyperactivité, qui selon l'OMS concerne 1% des enfants. Et en fait, ça serait des petits finesse gauge. L'hypothèse, c'est qu'il y a un déficit dans le neurotransmetteur dopamine dans les circuits au-dessus des yeux, et donc que ces enfants deviennent inattentifs, impulsifs, et que l'hyperactivité n'est qu'un symptôme d'une capacité à se contrôler. Mais maintenant, on va poser une question, c'est est-ce que tous les enfants qu'on considère comme hyperactifs ou agités ont un problème neuropsychologique? Et la réponse est évidemment non. Parce que dans l'agitation, dans le symptôme agitation, eh bien, c'est très multifactoriel potentiellement l'agitation. On peut s'agiter parce qu'on est anxieux, on peut s'agiter parce qu'on est excité, parce qu'on a bu du café, parce qu'on a besoin de bouger, parce qu'on a le tempérament comme ça. Et donc, et bien entendu, on a certains enfants qui se trouvent avec le symptôme d'hyperactivité, et alors qu'on est dans une problématique où il y a de l'éducatif là-dedans. J'évoquais tout à l'heure les deux petits, là, Brian et son frère. Vous voyez bien que là, on est vraiment à l'interface entre des éléments éducatifs qui impactent un développement neuropsychologique initialement légèrement atypique, et le manque d'exercice de limite va augmenter encore l'hyperactivité des gamins. Donc, est-ce qu'on a plus d'enfants hyperactifs aujourd'hui qu'hier au sens vraiment du sens polyfactoriel de l'hyperactivité? C'est une évidence. Enfin, de mon point de vue, c'est une évidence dans ce qui nous arrive en consultation. Maintenant, est-ce qu'on a plus d'enfants avec des troubles du neurodéveloppement? Il n'y a rien qui permet d'y penser. Ce qui fait que, là, dans ce cas-là, on émet comme hypothèse les facteurs environnementaux, les facteurs externes. On n'a pas beaucoup parlé des écrans ce soir, mais ça peut être un champ de discussion ou autre. Et puis on peut poser aussi la question de la qualité de ce qu'on offre en termes d'environnement à nos enfants. Vous savez, si on faisait venir des enfants, une grande cohorte d'enfants italiens en France, le nombre de gamins italiens qui seraient diagnostiqués hyperactifs, ça serait très spectaculaire. À l'inverse, si on faisait venir un grand nombre d'enfants français au Japon, ils deviennent tous diagnostics de TDAH. Donc il y a aussi la question de dans quel environnement on accueille cette énergie qui se développe. Et pour aller un peu plus loin, est-ce que véritablement le comportement spontanément naturel dont a besoin l'enfant à partir de l'âge de 6 ans, c'est de rester assis sur une chaise, de ne pas parler et de ne pas bouger? Est-ce que fondamentalement, un enfant de 6 ans, c'est fait pour ça? Bon, si vous êtes venu écouter la conférence sur Maria Montessori, je pense que vous avez la réponse. Est-ce que vous avez d'autres questions? Oui, là-haut. Bonsoir. Alors déjà, merci pour votre conférence qui était très intéressante et pour tous les conseils que vous avez donnés. Moi, ma question, c'était comment, selon vous, concilier au mieux autorité, fermeté et communication? Autorité, fermeté et communication. Alors, c'est amusant que vous posiez cette question-là parce que moi, il me semble, j'aurais envie de vous dire, comment ne pas faire concilier autorité, fermeté et communication? Pour moi, ce sont 3 concepts qui sont quasiment indissociables. Donc, comment le faire? Je pense de la manière la plus sereine possible. Quel âge? Comment? Votre enfant, il a quel âge? J'en ai pas. D'accord. Comment? Mais vous avez été une enfant.
Alors, écoutez, de manière très pragmatique, moi, je vous dirais que c'est à partir de l'âge de 1 an, à partir de l'âge d'1 an, dès que l'enfant est capable de conscientiser ce que non veut dire, un non, c'est un non ferme, définitif et immuable. Ok ? Ça, c'est la règle. Et il faut que l'enfant fasse l'expérience du fait que son parent est indiscutablement... Il ne peut même pas réfléchir au fait que son parent n'incarne pas, 1, la sécurité, 1, l'autorité, 2, la sécurité. Parce que ça, on n'en a pas assez parlé ici, mais je pense que apprendre à poser des limites éducatives suffisamment bonnes et de manière efficace, c'est aussi contribuer à ce que l'enfant se sente en sécurité. Un jour, il y a un enfant qui m'a dit « Ah, mais si c'est moi le plus fort, qui c'est qui me protège ?» C'est exactement ça le concept. Vous voyez ? Je ne sais pas si c'est suffisamment concret pour vous. Mais vous verrez, à 1 an, il va tester vos limites. Il ou elle va tester vos limites. Et bien ce jour-là, il faut y répondre de manière très simple, mais très ferme. Mais au-delà de ça, en fait, une fois que l'enfant a grandi, je comprends bien que pendant l'enfance, c'est un non, etc. Après, il y a l'adolescence, où effectivement l'autorité parentale va être retestée à nouveau. Et pas forcément, hein. Pas forcément. Ou pas, mais est-ce que du coup on est dans une relation qui va peut-être plus s'équilibrer parce que l'enfant va grandir, il va peut-être avoir besoin de plus d'explications, il va vers l'âge adulte. Et est-ce qu'on peut se contenter d'un non ferme sans explication à l'adolescence comme quand l'enfant a 1 ou 2 ans en fait ? Je vais vous faire la réponse qu'on peut apporter à peu près toutes les questions qu'on pose à un psychologue. Ça dépend. Et ça dépend, ça dépasse. C'est dans quel film, ça ? Voilà. C'est là qu'ils ont leur élément culturel en place. Alors, c'est intéressant que vous posiez cette question-là, parce que ça voudrait dire que le parent qui a su faire avec le bébé, avec le jeune enfant, et avec l'enfant de l'âge scolaire, avec l'ado, il ne sait plus faire. C'est pas logique, votre truc. Un parent qui s'en sort pas trop mal pour les principes éducatifs, l'autorité, les limites, etc., avec un bébé ou avec un jeune enfant, mais vous inquiétez pas que l'ado, il va le gérer. Hein. Il ne le gérera pas pareil. Il y a peut-être plus de communication, on ne dit pas les choses pareilles, on n'interdit pas de la même manière, ni les mêmes choses. L'adolescence, c'est la question des problématiques d'interdit à l'adolescence, ça concerne beaucoup les questions toxico, ça revient beaucoup, les questions de sécurité. Tu as 13 ans, tu es parti sans me dire à la boîte de nuit du quartier, voilà. Et puis bien sûr, la question du téléphone, mais au final, la question de la connexion, c'est très lié à une question de sécurité aussi. Mais je dirais que c'est à titre personnel, moi je vois bien beaucoup plus de jeunes enfants avec des troubles du comportement liés à des problématiques éducatives que des ados. Bon, après, il y a peut-être un biais de référence. Oui, mais même en étant enfant, est-ce que finalement, selon vous, est-ce que c'est mieux de dire non, mais sans expliquer pourquoi, ou c'est non, je t'explique pourquoi, même si je ne changerai pas d'avis et que ça restera non ? Faites très attention à « je t'explique pourquoi je te dis non ». Faites très attention à ça. Le jeune enfant, il n'a pas besoin qu'on l'explique. Le jeune enfant a besoin de comprendre ce que signifie le non. Et l'ado ? Alors, attends. Vous êtes dur, vous, hein ? Et d'ailleurs, il y a un des principes de Pulvito qui s'appelle « je ne te demande pas, je t'informe ». Ça, c'est très important. Alors, attention, je suis pour, évidemment, la communication en famille, les câlins, la tendresse, la douceur, la rigolade, etc. 100%. Mais il y a un moment où il faut qu'il y ait un parent qui puisse, en théorie, appliquer le principe « je ne te demande pas, je t'informe ». C'est-à-dire, ça n'est pas... Alors, attendez, je vais changer le prénom. Karl. Ça n'est pas Karl, 4 ans et demi, une boule de feu impressionnant, vraiment avec des gros problèmes de comportement. Allez, s'il te plaît, Karl, tu veux bien mettre ton manteau maintenant ? On a fini, Karl. Allez, il va falloir que tu mettes ton manteau, Karl, s'il te plaît. Mais vous faites quoi, en fait, là ? Vous lui demandez, vous allez lui dire merci après ? Non, je t'informe, tu mets ton manteau. Je ne te demande pas. Parce que pendant ce temps, le gamin, il est en train de...
Et donc, on va mettre en place un principe avec cette maman qui est une super maman, qui est adorable, etc., dans une famille où il n'y a pas du tout de papa. Et là, pour le coup, c'est pas elle qui jouera le rôle du papa. Ça, c'est sûr. Donc, on va apprendre à mettre en place un principe dès demain. Je ne te demande pas, je t'informe. Pour l'ado, je pense qu'il y a davantage de communication, mais s'il faut avoir recours au « je ne te demande pas, je t'informe » et je t'explique pas, c'est possible. Maintenant, l'ado va plus facilement négocier aussi qu'un jeune enfant. Et je pense qu'il y a une autre marge avec l'adolescent. Après, il faut savoir à quel moment est-ce que la négociation, c'est de l'explication. Enfin, à quel moment l'explication, c'est de l'explication, et à quel moment ça devient de la négociation, et où je me fais bouffer mon autorité parentale. C'est plus délicat. Mais à nouveau, je vous dis, il n'y a pas de raison pour que le parent qui ait conduit une éducation équilibrée avec son enfant, avec son jeune enfant, avec son bébé, etc., d'un seul coup devienne un parent qui perd ses moyens et qui ne trouve plus les ressources à l'adolescence. Merci. Je vous en prie. Oui. Bonsoir. Bonsoir. Je suis une grand-mère et j'ai beaucoup appris avec votre intervention ou votre conférence. Ça m'a beaucoup plu et intéressée, et j'étais particulièrement intéressée par ce que votre collègue a ramené du Québec, des petites techniques et possibilités de faire à la maison assez simplement. Maintenant, ma question est, si une famille ne peut pas s'en sortir seule et seulement avec Pulpito, quelles sont les possibilités de contacter quelqu'un qui pourrait venir un peu comme votre collègue du Québec? Alors, je réfléchis j'essaie de vous faire une réponse parce que, en fonction de l'endroit où on est en France, la réponse n'est pas forcément la même. Région parisienne. Alors, on a l'espace parents-enfants à Issy-les-Moulineaux. C'est un lieu d'accueil, c'est un guichet unique pour de -9, je dirais -9 mois à d'une manière illimitée, qui accueille les parents et les enfants, justement pour une écoute anonyme, gratuite. Donc n'hésitez pas, l'espace parents-enfants, c'est à l'espace André Chédid. Oui. Donc vous n'hésitez pas, on a des documentations si vous le souhaitez. Là, je pense à une famille qui n'habite pas ici les Moulineaux, mais dans la région parisienne. Qui habite en région parisienne. Oui. Elle habite où en région parisienne? 78. D'accord. Dans les Yvelines. Je sais pas. Je sais pas quoi vous répondre, parce que c'est quelque chose qui est très nouveau, en fait, cette manière de travailler, avec de la psychoéducation, avec des techniques qui sont vraiment... C'est très interventionniste. Voyez. Et en France, on n'a pas du tout cette culture-là. Je sais qu'il y a eu une conférence sur Carl Gustav Jung il y a quelque temps ici, c'est très intéressant, mais on a une très forte culture d'une forme de psychothérapie attentiste, à l'écoute, où on parle, on observe, on interprète, on propose des pistes d'interprétation. Il faut voir que la psychanalyse a été très largement dominante dans tous les champs de la santé mentale pendant tout le XXe siècle. Et là, ce dont on parle, ça n'a rien à voir, c'est du behaviorisme. Qui a longtemps été considéré en France comme l'ennemi de la psychanalyse, en plus de ça. C'est faux, hein, mais peu importe. Ce qui fait que... Et puis là, je vous parle de technique. Céline Clément, ça fait pas longtemps, elle est jeune. Moi, ça fait quelques années que j'ai un peu modélisé tout ça, théorisé, formé quelques personnes. Mais on n'est pas encore hyper nombreux à pratiquer comme ça la psychoéducation avec du Pulpito ou des trucs comme ça. Mais à la limite, si vous avez besoin qu'on approfondisse des recherches, vous m'envoyez un mail, vous m'envoyez un email, et moi je regarderai, parce que je crois que j'ai des collègues qui font du Pulpito dans le 78, il me semble, et qui sont des neuropsychologues. Très bien, très compatibles. Merci. Je vous en prie. Oui. J'ai une question. Quels sont vos rapports avec les institutions? Je pense aux services sociaux. Est-ce que vous êtes sollicité? Est-ce que vous avez réussi à développer quelque chose, peut-être pas à l'échelon national, peut-être, je ne sais pas. Ah non, j'en suis très loin. Voilà, donc j'en suis est-ce très que très c'est loin. une école de pensée qui se développe? Est-ce que vous êtes écouté? Et comment ça peut se passer par rapport aux institutions? Par rapport aux institutions, oui. Je ne parle pas d'ici les Moulineaux où il y a une structure en place. Oui. Par rapport aux institutions, le problème, c'est que les institutions nous sollicitent actuellement énormément pour de l'évaluation et du diagnostic,
Et généralement, quand les personnes doivent être accompagnées, elles viennent d'elles-mêmes. Voyez. Mais maintenant, j'ai une convention de partenariat avec, alors ça s'appelle plus l'ASE, bon, peu importe, avec les enfants en situation de carence, de maltraitance, etc., avec qui on travaille, mais elles ne connaissent pas vraiment en fait, ces techniques d'intervention. Et la plupart du temps, quand elles nous adressent des enfants, c'est pour de l'évaluation et du diagnostic et pas de l'accompagnement. Donc je vous dirais que sur le plan institutionnel, c'est pas lourd. Hein. Et puis après, il y a encore autre chose, c'est que l'institutionnel se développe aussi beaucoup à partir des institutions du médico-social comme les CAMS, les CMPP, les ITEP, etc. Et avant de faire rentrer ce type de technique dans ces établissements, je l'ai fait. Hein. J'ai formé des CESAD pendant 1 an à faire ce dont on parle, ou un CAMS aussi. Mais c'est un travail de titan. Et il faut vraiment qu'il y ait des équipes qui soient hyper partie prenante. Et la plupart du temps, les CAMS, les CMPP, ils ont leur culture, ils ne veulent pas trop en changer, on a nos habitudes, on est bien comme ça. Qu'est-ce qu'il arrive avec ces techniques hyper interventionnistes? Là, peut-être que ça marche très bien, mais nous, ce qu'on fait aussi, ça marche très bien. Hein. Pourquoi on en changerait? Donc du point de vue développement institutionnel, c'est pas la fête, quoi. Une dernière question? Allez. Oui, je reviens sur votre expérience, parce qu'il semblerait, dans notre façon de voir les choses aussi, il semblerait que les limites éducatives soient plus faciles à poser chez des filles, mais j'ai utilisé le conditionnel à dessein. Est-ce que votre expérience quel est votre avis là-dessus? Même si on élève filles et garçons peut-être de nos jours plus uniformément qu'avant, voilà. Est-ce que les limites éducatives sont plus faciles à poser? Vous savez, j'ai une fille de 7 ans, qui est évidemment l'amour de ma vie, vous l'imaginez bien. Elle est belle comme le jour, elle a toutes les qualités de la terre, elle est exceptionnelle cette gosse. Non mais je vous assure, hein, c'est vraiment, elle est drôle, elle est intelligente, elle est douce, elle est fabuleuse. Fabuleuse. Eh bien, figurez-vous que j'ai eu, en termes de poser des limites éducatives, j'ai eu une fois, dans toute sa vie, besoin de lever la voix. Une seule fois. Ça ne veut pas dire que, oui, c'est une enfant qui est particulièrement pleine de qualité. Ça veut aussi dire que il faut néanmoins savoir poser des trucs. Et moi, je recycle évidemment dans ma parentalité tout ce qu'on fait en psychoéducation. Les préavis, les transitions, tous ces trucs-là, pour le quotidien de la parentalité, quand les enfants sont habitués à ça, ça vous change la vie. Une fois qu'on a dit ça, ça me rappelle aussi qu'il y a une enfant, pas plus tard que tout à l'heure, qui m'explique que dans sa classe, elle n'en peut plus, elle ne veut plus aller à l'école parce qu'il y a 2 enfants qui tapent, et les 2 enfants qui tapent, c'est Jeanne et Clémence. Et effectivement, quand on interroge l'institutrice, les 2 gamines les plus problématiques de l'école, c'est des filles. Donc il faudrait réfléchir en fait en termes presque de statistiques. Est-ce que finalement les garçons posent plus de problèmes que les filles en lien avec les limites, ou est-ce que c'est plus dur de poser des limites éducatives aux garçons qu'aux filles? Moi, je pense que malheureusement, ça dépend. Et qu'il y a des garçons avec qui c'est très facile de leur apprendre les limites, moi j'en connais, et il y a des garçons avec qui c'est beaucoup plus compliqué, et il y a des filles avec qui c'est très compliqué, et d'autres avec qui c'est facile. Maintenant, on serait tenté de penser qu'en moyenne, c'est plus compliqué avec les garçons et qu'ils ont plus besoin, parce qu'ils sont plus chauds, ils ont plus de symptômes vers l'extérieur, etc., etc. C'est possible. Mais de là vous affirmer que c'est le cas, moi, je n'ai pas du tout les données scientifiques là-dessus. Une dernière question? Ou on a fini? Oui. Bonjour. Tout à l'heure, vous avez parlé à demi-mot du rôle du père, et du coup, par définition, rôle de la mère aussi. Et donc, je me demandais s'il y avait vraiment un rôle du père, un rôle de la mère, et quel impact sur les limites éducatives. Donc, à nouveau, là, ça c'est pas une question scientifique. Donc, vous me demandez mon avis. Ah oui. Mais, alors, et déjà, j'ai bien précisé que quand on dit mère ou qu'on dit père, c'est évidemment une figure. C'est un archétype. Vous comprenez ? À savoir, nous, dans nos cultures occidentales gréco-latines,
le père, c'est plutôt autorité et la grosse voix, etc. Je caricature à outrance parce qu'aujourd'hui, on a des grands débats sur le genre autour de toutes ces questions-là. Et la mère, culturellement, dans nos sociétés, c'est plutôt la douceur, la féminité, tout ce qui va avec. Si on est d'accord à peu près sur cette base-là, après, on peut remettre en perspective. Là, actuellement, j'ai vu 2 gamins en consultation qui sont nés par GPA, d'un couple homoparental. Les gamins, ils vont très bien. Je les vois pour des questions de scolaires, mais pas grave du tout. Et effectivement, ils ont un papa et l'autre papa-maman. Mais il y a père et mère dans l'attitude, les comportements, etc. Et en règle générale, moi, mon avis par rapport à ça, c'est que c'est quand même pas mal les maisons où il y a les foyers, les familles, où la triangulation se fait de manière active. Et où les parents n'oublient pas non plus de penser à rester un couple. Vous comprenez ? Et puis après, attention, il y a des mamans qui sont très papas et des papas qui sont très mamans. Bon. Ça, c'est un autre principe psychoéducatif, mais on pourrait en parler. Ça serait à quel point sont nombreux les parents qui oublient qu'ils sont aussi un couple et qu'ils doivent absolument cultiver leur relation en dehors des nains terroristes. Je le dis évidemment avec beaucoup de tendresse pour eux. Mais c'est un énorme piège, la parentalité. Faites attention, vous là-haut, là, les gens complexes là-haut, parce que vous allez voir qu'une fois qu'ils sont là, ils sont là. Hein. Ça répond un peu à votre question ? Ok. Oui, bonsoir. J'avais une question. Est-ce que dans votre pratique, vous avez reçu des enfants dont les parents donnent des éducations différentes dans le même foyer ? Bien sûr. Et comment on peut gérer du coup dans le même foyer les 2 éducations différentes ? Ah, dans le même foyer ? Oui. Ah non. Enfin, oui et non. C'est-à-dire que dans ce cas-là, c'est pas des parents qui donnent une éducation différente. C'est des parents qui ont des principes différents et qui passent leur temps à rogner sur leurs principes éducatifs parce qu'il y a l'autre qui est comme ci ou comme ça. Mais ça part en sucette très rapidement. Hein. Généralement, si c'est vraiment trop opposé, c'est des couples qui se séparent, ça. Parce que c'est trop violent. Il y en a un qui dit allez, le plus important, c'est d'avoir ses 2 mains sur la table et qui fait la guerre à tout le monde à table pour qu'il ait les 2 mains sur la table. Et la mère qui dit écoute, quand même, tu vas beaucoup trop loin, on s'en fiche qu'il ait les 2 mains. Ça, il consulte. Faut très vite régler les grands axes éducatifs parce que ça ne se passe pas bien sinon. Sinon, ça devient vite un calvaire. Et des désaccords devant l'enfant, et on s'engueule devant l'enfant, etc. L'enfant le voit, donc il rentre dans la brèche. Enfin bon. Connaît par cœur. Après, donc au sein d'un même foyer, en fait, on n'en voit pas beaucoup parce que c'est des foyers qui tiennent pas ça. Après, ce qu'on voit beaucoup, c'est des couples séparés et qui n'ont pas du tout les mêmes principes éducatifs chez le papa et la maman. Ça, on le voit beaucoup. Mais à part de dire à l'enfant, bon, de toute façon, t'obéis à ta mère, t'obéis à ton père, tu fais. Je veux dire, là, on fait de la moraline, quoi. Et parce que généralement, en plus de ça, le parent qui consulte va être en conflit avec l'autre parent, et donc pour l'autre parent, vous, le consultant, le psychologue, vous êtes forcément un psychologue manipulateur, complice, etc. Vous êtes forcément une ordure, quoi. Donc tout ce qui... Non mais ça, c'est une position terrible. Parce que vous avez des parents qui partent... Vous ne les connaissez pas, mais ils savent que vous êtes vraiment un sale type, quoi. Alors eux, on ne pourra pas travailler. Généralement, on ne travaille pas, gars. Et donc on travaille d'un côté de la famille. Avec ce qu'on peut. On est bon ? Eh bien écoutez, il nous reste à remercier la ville d'Issy-les-Moulineaux pour ce très bon moment. C'était très agréable. Vraiment, j'ai passé un très bon moment avec vous. Donc merci à toutes et à tous. Et puis bonne soirée. Un mot, monsieur le maire ? Oui. Merci à vous. Alors, on n'oublie pas l'application Pulpito. Ah oui. Donc, il faut le dire. Et on n'oublie pas aussi que vous, là-haut, vous allez aussi faire une séance de dédicace concernant votre livre qui s'appelle « La vie secrète des enfants ». Oui, c'est vrai. Merci beaucoup parce qu'on a beaucoup appris ce soir. Et évidemment, comme d'habitude, la ville vous invite aussi au verre de l'amitié. Merci. Car nous sommes gaulois. Et oui. Vous avez aussi le programme
pour le programme des réjouissances, si je puis me permettre de dire, le 18 janvier, le 29 février, le 14 mars et le 23 mai. N'oubliez pas de vous inscrire. Puis très bonne fête de fin d'année à vous tous si on ne vous revoit pas. Tenez. Merci, cher ami. Ça me ferait plaisir. Ah, mais je le prends avec plaisir. N'hésitez pas, moi je suis à votre disposition, vous ferez très bien discuter pour voir un petit peu ce qu'on y fait, etc. Ça pourrait être intéressant.